c'est Charles Adrien, je suis président d'Avenir Climatique. Moi, j'ai pour habitude d'essayer de creuser des sujets qui sont pas tout à fait toujours très maîtrisés dans l'assaut, ce qui veut dire que contrairement aux gens qui sont passés, j'ai pas fait de thèse ou quoi que ce soit sur le sujet, et je maîtrise pas complètement le sujet, j'essaie juste de le dégrossir un petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la géopolitique arctique, et donc je vais faire ça en 3 parties, la troisième sera très rapide. Donc le premier, c'est voir un peu et se rappeler quel est le milieu arctique et quelle est son évolution récente, et en fait pourquoi est-ce que ça va déclencher de nouveaux paramètres et de nouveaux enjeux. Donc on va parler ensuite longuement de ces enjeux. Et enfin, le troisième truc, c'était les aléas du nouveau bassin arctique, et en fait je vais surtout parler du Groenland. Voilà. Ça c'est juste pour dire que l'Arctique, en fait, ça vient de ours, et notamment de la grande ours. Et en fait, on désigne l'Arctique par la Terre, enfin l'endroit où il y a des ours, contrairement à l'Antarctique, qui est l'endroit où il n'y a pas d'ours. Bah, bientôt, on en aura 2 alors des Antarctiques. Donc ensuite, ça, c'est la carte du monde telle qu'on a l'habitude de la voir. Donc c'est la seule fois où je vais la présenter, sauf à la dernière diapo. Moi, je vais plutôt m'intéresser à des cartes qui sont comme ça, c'est-à-dire centrées sur l'Arctique, et qui donnent finalement une autre vision du monde, une vision un petit peu différente. Donc, juste pour rappeler, parce que des fois on n'a pas forcément les bonnes choses à l'esprit, donc l'Arctique, c'est essentiellement de l'eau, c'est 3 à 5 km de profondeur, en gros, au centre de l'Arctique, et simplement 3 à 5 mètres de glace dessus, voire 0 quand la glace fond. Mais voilà, c'est pas un gros glaçon, c'est juste une petite surface de glace sur un gros volume d'eau. Voilà. Ensuite, pour étudier l'Arctique, alors déjà il faut se poser la définition de qu'est-ce que c'est que l'Arctique et donc quelles limites on met à l'Arctique. Donc c'est difficile en fait de trouver une bonne limite. Donc il y en a qui ont proposé soit l'endroit où la température moyenne ne dépasse jamais plus de 10 degrés, soit on peut prendre en fonction de la salinité de l'eau de mer, soit prendre une limite sur le pergélisol, c'est-à-dire inclure les terres lorsqu'elles sont sans arrêt glacées ou lorsqu'elles sont en partie glacées. Et finalement, l'approche classique qui est la plus retenue, puisque c'est la plus simple à dessiner, c'est de dire que c'est tout ce qui est au-dessus du cercle polaire, finalement, donc tout ce qui est au-dessus de 60 degrés. Donc le cercle polaire, il est là. Hop. Voilà. Et quand on prend ça, en fait, ça permet aussi d'inclure finalement dans l'Arctique les 5 pays qui sont les 5 régions limitrophes de l'Arctique et qui sont celles sur lesquelles il y a un certain nombre de conflits ou autres d'enjeux, qu'on va détailler, qui sont donc la Russie, le Canada, les États-Unis, la Norvège, le Danemark via le Groenland, mais donc pas l'Islande. En fait, on voit bien sur cette carte, l'Islande, finalement, n'est pas reliée à l'Arctique. Enfin, elle est relativement loin et en dessous du cercle polaire. Donc, en fait, c'est un acteur qui n'est pas, qui fait pas partie de cette définition de l'Arctique. Voilà. Ensuite, donc l'Arctique, l'Arctique ou surtout le Groenland, puisque finalement, c'est la seule grande terre, on va dire, qu'on a là-bas. On attribue sa découverte à différentes personnes, en fonction des différentes légendes. Moi, j'ai juste voulu retenir un truc. Donc, souvent, on dit que les Vikings étaient là bien avant. On parle en particulier de l'un d'entre eux, qui est Éric le Rouge, qui serait celui qui aurait donné son nom à Groenland, qui veut dire terre verte. Et bien souvent, dans la croyance, on dit oui, à l'époque, donc il y a un millénaire, c'était une grande plaine, le Groenland. En fait, pas du tout. A priori, si c'est bien cette personne qui a donné ce nom-là, lui, il aurait été exilé là-bas. Il a trouvé que la région méritait de mener une expédition dessus, et quand il est revenu en Islande, il s'est dit que ce serait peut-être plus intelligent de dire aux gens qu'il y avait une terre verte plutôt qu'une terre complètement glacée pour mener son expédition. Voilà, et le nom serait resté de là. Voilà, donc ça c'est les premières personnes qui sont là-bas. Maintenant, au niveau plus contemporain, donc il y a d'abord eu de nombreuses expéditions marines. En fait, l'idée c'était de trouver une nouvelle route vers les Indes. Donc en passant par le nord, bon, ils sont un petit peu,
on va dire qu'ils n'ont pas réussi. Les conditions étaient trop dures. Et puis ensuite, il y a eu tout un tas d'explorations, et la première personne qui est réellement allée au pôle Nord géographique, c'était en 1909, donc ça fait un petit peu plus d'un siècle qu'on a des personnes qui ont mis les pieds là-bas, au pôle Nord. Alors pourquoi est-ce que l'Arctique devient intéressant? C'est en particulier grâce au réchauffement climatique. Là, sur ce graphe, vous avez les différentes courbes qui retracent la quantité de glace, la surface de l'Arctique, donc de la banquise, et j'ai pris que quelques années qui sont particulières et dont on parle assez souvent. Donc en fait, la courbe noire, c'est la moyenne des derniers temps, la courbe grise, c'est là où elle évolue, c'est-à-dire la plupart du temps là où est-ce qu'elle se situe, donc c'est deux déviations standards par rapport à la moyenne. Et donc 2005, c'est la courbe verte. En fait, jusqu'en 2005, c'était l'année où elle avait eu la plus petite surface. Donc, la surface, évidemment, varie en fonction de la période dans l'année. Le maximum, c'est le 21 mars, et le minimum, c'est le 21 septembre, en gros. Et donc, depuis 2005, en 2007, il y a une année extraordinairement basse, en gros, où la surface a été extrêmement basse, donc c'est l'année bleue. Donc, pour la première fois, la surface de l'Arctique descendait en dessous des 5 millions de kilomètres carrés. Depuis, ça a un petit peu remonté, ça stagne, ça évolue. Le nouveau record, c'est 2012, où elle a atteint un peu moins de 3,5 millions de kilomètres carrés. Et en 2013, donc c'est cette courbe-là, l'année dernière était une année moins catastrophique, on va dire, pour la banquise arctique, parce que c'est lié aussi à un certain nombre de phénomènes météorologiques à ce moment-là, et il n'y a pas eu de grandes perturbations l'année dernière. Voilà. Ce qu'on voit aussi là-dessus, c'est que c'est surtout en été que se produisent les phénomènes du changement climatique sont le plus visibles à ce moment-là. On a tendance dans l'imaginaire aussi des fois à penser qu'un jour il n'y aura plus de glace du tout en Arctique. Donc a priori ça ne va pas arriver. Ce qu'on va voir, c'est potentiellement plus de glace du tout en été, c'est-à-dire quelques jours par an, quelques semaines par an. Mais vous voyez, en hiver, de toute façon, tant que la température est négative là-bas, ça risque, il risque d'y rester quand même une partie de la glace. Pareil pour le Groenland, donc j'ai entendu pas mal de choses sur les fontes du Groenland. Oui, le Groenland, c'est ce qu'on appelle un inlandis, c'est-à-dire une grosse calotte de glace qui est sur de la terre. Mais s'il n'y avait pas de glace, ça resterait de la terre, c'est-à-dire ce serait hors sol, au-dessus du niveau de la mer. Dans le pire des scénarios climatiques, c'est-à-dire si on avait d'ici la fin du siècle plus 8 degrés, il faudrait quand même encore 2 millénaires pour que le Groenland fonde complètement. Donc on ne verra pas de notre vivant, en tout cas, un Groenland qui ressemblerait à une vaste prairie verte. Oui. Moi je voudrais quand même faire une remarque par rapport à cette courbe, c'est que la moyenne qui est donnée là, c'est une moyenne qui a été réactualisée très récemment. Il faudrait regarder plus précisément ce qui est écrit sur les côtés. Oui, alors la moyenne noire, c'est 81-2010. C'est la moyenne de la période 81-2010. Voilà. Et parce qu'on considère, entre les années 80 et 2000, je pense que le minimum devait tourner entre 8 et 10 millions de kilomètres carrés. Et le record de 2007, et surtout celui de 2012, marque une division par 2 de la surface minimum moyenne d'avant. Alors que la courbe donne l'impression que ça fond pas tant que ça, si ça fond beaucoup plus que ce que... cette moyenne-là, elle prend en compte les records qui ont déjà été pris. C'est ça jusqu'en 2010, dont le record de 2007. C'est en lien avec ça, mais il y a eu, je crois que cette année, c'était le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental l'étude de l'évolution du climat. C'est la première fois où ils ont changé les normales. Enfin, en gros, avant la normale, c'était 30 ans. Je crois que c'était 50 à 80 ou 60 à 90. Et maintenant, il y a beaucoup de normales où on a dit maintenant la normale, c'est de 80 à 2010. Donc ça permet... Ça arrive souvent que les gens oublient de mentionner qu'entre deux études ou entre deux comparaisons, il y a eu un changement de normal qui est toujours une moyenne de 30 ans, mais qui a été décalé sur les 3 dernières décennies qui sont plus chaudes d'autre chose. Donc
c'est un truc à avoir à l'esprit quand les gens parlent de normal. Il faut regarder de quelle normale on parle, de quel 30 ans. Parce que c'est 50-80, 60-90 ou en ce moment de plus en plus 80-2010. C'est quoi l'argument derrière ce changement de décalage de Tant qu'on parle en relatif, c'est pas forcément grave. Mais le problème, c'est quand les gens disent oui, j'avais entendu dire qu'avant, voilà, la banquise était 2 fois plus petite en 2012. En fait, je regarde la courbe, non, elle n'est pas 2 fois plus petite, elle est un peu en dessous de la variation. C'est quand les gens oublient qu'on a changé de référentiel que ça pose problème en termes de communication. Ça sert à quoi de changer de référentiel? Pourquoi avoir changé? Il y a plusieurs raisons qui expliquent un changement de référentiel. Déjà parce qu'on a des méthodes de calcul qui sont différentes et plus précises. Et puis ensuite parce qu'il y a d'autres évolutions. Enfin, si on regarde, je pense que Julien va parler peut-être de ça tout à l'heure. Si on regarde une moyenne sur 500 millions d'années, ça n'a pas de valeur par rapport à une moyenne sur 100 ans. Et voilà. Et donc là, pour l'article, on prend 1980-2010. Je pense que c'est parce que avant 1980, on n'avait pas des masses de satellites pour pouvoir mesurer précisément ça aussi. Alors, en soi, la référence, la deadline est plus pertinente et plus précise aussi, mais après c'est juste l'exercice de communication entre les deux. Quand on nous dit qu'il y a eu un changement, il faut revoir ça avec vous. Je pense que le fait de faire la moyenne depuis 1981 correspond au fait que c'est la date des mesures satellites. Donc il y a un argument scientifique pour faire ça comme ça. Mais si on veut faire comprendre ce qui se passe, ce graphe ne dit pas tout. Si on voyait la surface minimum, l'évolution depuis 1980 à aujourd'hui, on verrait qu'entre 1980 et 2000, cette surface minimum a faiblement varié, et en descendant plus tôt, et que là, depuis 2000, elle se casse la figure. Ouais. Et ça alerte. Donc, juste, Jean, Julien vient de me rappeler que j'ai que 20 minutes pour finir la présentation. Ça, c'est une donnée d'entrée, c'est-à-dire que le but n'est pas de discuter de ça. Je pense que tout le monde est d'accord sur quelque chose, qui est que ça fond globalement. Ça fond en été, ça le montre pas mal. Contrairement à beaucoup de graphes, vous avez le 0 qui est là. Ça veut dire que là, c'est peut-être pas la moitié, mais on n'est pas loin quand même. Bref, la banquise fond. Qu'est-ce qui se passe avec la fonte de la banquise? Donc, bon, ça va libérer un certain nombre de voies. Il y a aussi potentiellement de la glace qui fond. C'est de la glace qui retenait ou qui pouvait retenir du carbone. Potentiellement, on a 1700 milliards de tonnes de CO2 qui sont stockées au niveau de l'Arctique, c'est-à-dire dans le pergélisol, c'est-à-dire les terres gelées, ou dans les hydrates de méthane qui sont en profondeur au niveau de l'Arctique. 1700 milliards de tonnes, donc ça fait 1700 gigatonnes de CO2, ça fait environ 500 gigatonnes de carbone, soit l'ensemble des émissions anthropiques de l'homme depuis un siècle de carbone, enfin, pour vous donner un ordre d'idée de ce à quoi ça correspondait si tout ça partait dans l'atmosphère. Voilà. Et enfin, dernière notion que moi j'ai découverte en m'intéressant à ça, c'est que le pergélisol, moi je pensais que c'était la croûte terrestre, les 3-4 premiers mètres qui étaient gelés. En fait, c'est 600 à 800 mètres de glace dans certaines parties de la Sibérie ou du Canada. Voilà. Tu pensais 600 à 800 mètres? Quoi? 600 à 800 mètres de profondeur? Oui, de profondeur, oui. De glace? De terre, CO2, glace, de sol gelé en fait. Donc de sol où il n'y a pas tes 80 tonnes de vie là, ou 80%. Le CO2 piégé là dans cette glace, c'est le CO2 dans la bulle d'air, c'est ça? À quel endroit? Le carbone, dont tu dis qu'il était piégé dans la glace, j'étais en train de me dire c'est le CO2 de la glace dans la bulle d'air ou c'est le CO2 du sol qui est. C'est le CO2 du sol, le pergélisol c'est le CO2 du sol, en fait toi tu sauras mieux décrire que moi. Et après au niveau des hydrates de méthane en profondeur dans l'Arctique, là il va y avoir aussi des poches de méthane d'ailleurs qui sont pour l'instant piégées mais qui pourraient remonter à la surface. C'est pas les bulles d'air piégées dans la... C'est une petite partie les bulles d'air mais c'est pas non. Voilà. Et dernière notion, ça je pense que pour vous c'est à peu près clair, si la banquise fond complètement, ça n'augmentera pas le niveau de la mer, étant donné que c'est comme un effet glaçon, c'est de l'eau sur de l'eau, de la glace sur de l'eau, donc ça n'augmentera pas le niveau de la mer. Si le Groenland fond par contre, ça augmentera un petit peu le niveau de la mer. Chaque année le Groenland perd 300 milliards de tonnes de glace. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des îles qui disparaissent chaque année Alors il n'y a pas des îles qui disparaissent chaque année avec les eaux qui les englouffent parce qu'on augmente de 4 mm par an, mais c'est pas énorme. Non mais en gros il y a plusieurs facteurs à l'augmentation du niveau de la mer. Il
les inlandis qui fondent, donc le Groenland et l'Antarctique, c'est les glaciers qui fondent, et c'est l'augmentation du niveau de la mer qui dilate la mer et qui fait que ça augmente. C'est le réchauffement de la mer qui est là. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? C'est dit l'augmentation du niveau de la mer. Ah oui, le réchauffement de, de la mer qui fait que ça se dilate et donc ça augmente encore. Voilà. Au niveau des enjeux scientifiques, très rapidement, il y a des années spécifiques qui sont des années polaires internationales. Il y en a eu 4 dans l'histoire. La première c'était en 1882-1883, ensuite il y a eu 1932-1933, 1957-58, la dernière c'était 2007-2008. En fait, c'est des années qui sont spécialement dédiées à la recherche là-dedans, donc il y a des expéditions qui sont menées, il y a des explorations, etc. Ça permet simplement de dire que l'Arctique c'est aussi un territoire d'exploration scientifique. Et le domaine scientifique, au niveau de ce territoire-là, c'est celui qui permet la meilleure coopération internationale. Voilà, et puis les champs de recherche, bon, c'est sur tout un tas de sujets. Ça peut être sur la cartographie des glaces, ça permet aussi de mieux comprendre notre histoire récente, etc. Sur l'effet de l'albédo et compagnie. Donc, sur les enjeux contemporains, donc on a plusieurs enjeux, alors notamment au niveau des ressources possibles et extractibles là-bas. Donc le Canada s'est intéressé depuis un bout de temps, depuis 1920, aux ressources qu'il peut trouver là-bas. Donc là vous avez une carte qui reprend un peu les grandes exploitations minières, donc par type, et puis en rouge c'est les sites qui sont fermés maintenant, en vert c'est là où ça prospecte, puis en gris c'est ce qui est actif. Donc on a sur différents types de ressources, de l'or, du diamant, du pétrole, du gaz, des minerais, etc. Le Canada a commencé il y a longtemps, mais ça n'a jamais été un sujet de recherche très active, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mené une prospection extrêmement intensive de ce qu'ils pouvaient avoir à cet endroit-là, contrairement à la Sibérie, qui a, donc la Russie ou l'URSS, pour qui l'exploitation de minerais, ça a vraiment été quelque chose d'important dans le siècle précédent, et c'est notamment ce qui a permis la création et le développement de villes là-bas. Pourquoi est-ce qu'il y a des villes en Sibérie? C'est en particulier pour ça, notamment la ville de Mourmansk. C'est quand même 361 000 habitants, donc ce qui fait l'équivalent de Nice chez nous, qui s'est développé exclusivement parce qu'il y avait des minerais à aller chercher. Donc il y a deux éléments qui aujourd'hui viennent relancer l'exploitation et font qu'on s'intéresse particulièrement à ça. Donc c'est ce que je viens de dire. C'est le premier, le fait que la banquise fonde, donc il y a des choses qui sont plus accessibles. Et le deuxième, c'est que les cours des matières premières augmentent. Donc là vous avez l'évolution d'un indice qui reprend en gros les principaux métaux, donc sur la période 2002-2007. Voilà, donc c'est ces deux choses-là qui font que on s'intéresse de plus en plus à aller récupérer des ressources là-bas. Donc au niveau des ressources, qu'est-ce qu'on a? Donc il y a les minerais, mais il y a aussi tout ce qui est hydrocarbures, donc pétrole et gaz. Le pays qui est le plus prospectif à ce niveau-là, enfin celui qui s'est le plus intéressé le plus tôt, c'est la Russie. Et vous voyez ici, alors le rouge, c'est là où il y a des gisements d'hydrocarbures, donc qui est notamment d'ailleurs là où pompe la Russie. Enfin, pourquoi est-ce qu'elle était, je sais plus, c'est deuxième. Oui, c'est ça, deuxième producteur pétrolier ou d'hydrocarbures aujourd'hui, c'est parce qu'elle pompe déjà dans ces gisements qui sont dans l'Arctique, dans le sens où ils sont au-dessus du cercle polaire arctique. Et puis donc là, vous avez sur l'autre graphe les quantités de réserves d'hydrocarbures. Et donc on voit que c'est en Sibérie qu'il y en a le plus, et potentiellement il y a aussi pas mal de pétrole au Groenland, et puis en Alaska, on sait, on est en train de l'exploiter. Donc au niveau des réserves estimées dans l'Arctique, on suppose qu'il y a 15 milliards de tonnes de pétrole dans la partie russe uniquement, et 84 500 milliards de mètres cubes de gaz. Et ça représente 80-90% des réserves russes à ce niveau-là. Dans les réserves présentes en Arctique, ça représente 24% des réserves qui resteraient à découvrir. Voilà, donc dans la nomenclature des réserves que Julien avait présenté à notre séminaire, ça représente aux réserves possibles, donc avec une probabilité de découverte comprise entre 10 et 50%.
Donc ça fait 25% de ces réserves à découvrir, et ça représente donc 13% des réserves mondiales de pétrole et 30% des réserves mondiales de gaz potentiellement. Donc c'est des ressources, pas des réserves. C'est ça, c'est des ressources. Bah, c'est des réserves possibles, donc ressources. Voilà. Et sur la dernière image, ça c'est en bleu vous avez les gisements d'hydrocarbures en mer de Barents, donc qui est un endroit essentiellement russe, mais où la Norvège a aussi des intérêts. Et la petite zone claire au nord, en fait, c'est une zone qui est revendiquée à la fois par la Norvège et par la Russie. Donc on va revenir après dessus. Donc là, vous avez les principaux gisements de pétrole possibles. D'hydrocarbures, donc pétrole et gaz. Donc on voit que la partie russe est assez développée. Il y a quand même une réserve méthodologique là-dedans, c'est que, comme on a dit, le Canada a fait peu de recherches au final par rapport aux autres pays. Ils ont commencé à s'y intéresser quand ils ont vu qu'en Alaska ils en trouvaient beaucoup. Mais en fait, quand on avait ici les différentes ressources, en fait, pourquoi il n'y a pas grand chose au niveau du Canada, c'est surtout parce que ils n'ont pas cherché, et donc ils tirent pas de plan sur la comète, contrairement aux autres. Voilà. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir ces ressources qui sont possiblement découvrables, à qui est-ce qu'elles appartiennent, et quels sont les territoires qui appartiennent à personne. Donc là, sur la carte, vous avez en rouge, c'est la limite des zones territoriales, des zones d'exploitation économique exclusive, donc qui appartiennent aux différents pays qui sont limitrophes à ce niveau-là. Et donc le centre rouge, en fait, c'est ce qui peut attirer le plus de convoitise, on va dire, dans le sens où ça appartient a priori à personne pour l'instant. Et donc il y a des gens qui vont essayer de faire en sorte de dire que ça leur appartient. Et en particulier, ce qui est intéressant, donc là vous avez la dorsale de Lomonov, qui est ce truc-là, et qui est potentiellement la région la plus intéressante au centre de l'Arctique, où il pourrait y avoir un certain nombre d'hydrocarbures. Donc si on vient sur cette carte-là, vous avez la plupart des bassins sédimentaires qui sont dans les zones des pays déjà attribués et pas au centre. Donc ça veut dire quel est l'intérêt finalement d'aller chercher des trucs au centre. En fait les États ils ont deux moteurs principaux. Le premier c'est le principe de précaution, c'est de se dire bon ok on n'a rien trouvé mais si ça se trouve on s'est planté. Donc ce serait quand même cool que ça nous appartienne si jamais il y a quelque chose. Et le deuxième c'est que là on n'a pas représenté tout ce qui est hydrocarbures de méthane, hydrate de méthane. Donc le méthane qui est mélangé dans de la glace au fond, et qui potentiellement, si on arrive à trouver comment l'exploiter, pourrait être une ressource supplémentaire. Voilà. Et donc là, en rajoutant ça, on a de nouvelles zones, et donc on voit qu'il peut y avoir un intérêt à essayer d'étendre son champ de territoire que l'on possède. Donc là vous avez du coup l'ensemble des volontés de chacun des pays. On voit que la Russie a envie carrément de dire que le pôle Nord ça lui appartient, et donc d'étendre sa zone d'exploitation exclusive, zone économique exclusive jusqu'au pôle Nord. Puis après chacun des États a des volontés d'avoir des trucs. Il y a quelques conflits, en gros là où les zones se retrouvent c'est là où il y a des conflits, et donc c'est ça qui est le plus intéressant. Donc au niveau de ce que souhaite la Russie, et puis dans la petite poche qu'on a repris tout à l'heure au niveau de la mer de Barents, entre la Norvège en vert et la Russie en jaune. Mais il y a quand même des petites zones que personne ne revendique. C'est ça, parce qu'ils ont... Alors pour le revendiquer, il faut donner une bonne raison de le revendiquer, et en fait ils vont jouer sur le prolongement des plaques tectoniques, et donc chacun va essayer de prouver que c'est sa plaque qui est à cet endroit-là. Que comme c'est un territoire un petit peu hostile, on a fait un peu moins de recherches qu'ailleurs. Bon, la Russie quand même allait planter un drapeau sous le pôle Nord pour dire ici c'est chez moi. Et en fait l'un des conflits géologiques on va dire importants, c'était la dorsale dont j'ai parlé tout à l'heure. La Russie estime que c'est le prolongement de sa plaque à elle, et le Groenland estime que c'est le prolongement de sa plaque à elle. Voilà. Donc aujourd'hui ils ne sont pas mis d'accord dessus.
il n'y a pas de pays autres qui disent non, ça sera neutre. Si, alors. Ouais, je comptais venir juste après, mais donc en gros, ce qui s'est passé, il y a un certain nombre de personnes qui se seraient dit, bah, ça vaudrait le coup que ce soit un peu comme l'Antarctique, c'est-à-dire une zone internationale où chacun fait les choses, sauf que évidemment, bah, les 5 pays limitrophes, eux, ils sont pas d'accord avec ça, et ils se sont bien rendus compte que plutôt que de créer un grand traité international de l'Arctique, c'était plus intéressant de faire des accords bilatéraux entre eux. Il y a des accords de la mer. Je peux t'en parler à la fin, mais tant pis. En gros, je me souviens plus le nom de l'accord, mais bref, en 82, les États se sont mis d'accord sur le fait qu'on peut revendiquer une zone économique étendue, c'est-à-dire plus loin que les 200 000 qui sortent de nos côtes, sous réserve que, on la définisse clairement, on explique pourquoi, et puis que ça rentre en conflit avec personne. Et donc en gros, là, les instances, on va dire l'équivalent de l'ONU ou les gens qui pourraient arbitrer tout ça, ils ont dit à ces États-là, mettez-vous d'accord et vous nous dites à qui appartient quel truc, et puis ensuite on fait les limites telles qu'elles sont. Et donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui les zones qui posent problème, c'est les zones où les deux pays veulent avoir des choses. Une fois que tout le monde se sera mis d'accord pour dire cette partie c'est la Russie, cette partie c'est le Canada, cette partie c'est les États-Unis, il y aura plus de problème. Voilà. Et au niveau de l'Union Européenne, l'Union Européenne a une porte d'entrée via le Groenland qui appartient au Danemark. Sauf qu'en fait elle exploite pas trop ça parce que déjà d'une part elle s'est pas trop rendu compte des intérêts qu'il pouvait y avoir et puis que un certain nombre de pays qui peuvent être moteurs là-dedans et en particulier la France a la tête complètement tournée ou avait la tête complètement tournée vers le pôle sud et vers l'Antarctique et donc on s'est beaucoup plus intéressé à cette région là que à l'Arctique, ce qui fait qu'aujourd'hui on est un petit peu hors jeu et que l'Union Européenne n'a pas grand chose à dire. Alors effectivement, elle essaye de militer pour qu'il y ait un certain nombre d'accords internationaux là-dedans, mais bon, elle pèse pas bien lourd dans les décisions. Voilà. Autre chose, c'est du coup les passages maritimes. Donc l'Arctique est aussi intéressant parce que du coup, de plus en plus, il va y avoir des routes commerciales accessibles. Donc il y a deux passages qui sont particulièrement intéressants ou particulièrement notés. C'est ce qu'on appelle la route du Nord, en fait c'est au-dessus de la Russie, et ce qu'on appelle la route du Nord-Ouest, c'est au-dessus du Canada. Il faut bien se rendre compte, donc comme on a dit, il y aura toujours de la glace à cet endroit-là en hiver, donc c'est pas des routes qui de toute façon seront ouvertes comme l'Atlantique, c'est-à-dire elles seront toujours à peu près gelées à un moment donné, mais la question c'est est-ce qu'il y aura 3 mètres de glace ou est-ce qu'il y aura juste une petite croûte de glace qui peut être accessible. Donc c'est surtout en fait combien de mois par an qu'elles seront utilisables qui est intéressant. C'est des routes qui permettent de réduire les distances dans le sens où alors le passage de Yokohama au Japon à Rotterdam en passant par le nord et plus par le canal de Suez, ça passe de 11 200 milles nautiques à 6 500, donc ça réduit presque par 2. Et pour passer de Rotterdam à Seattle par le nord au lieu de passer par le canal de Panama, ça passe de 8000 à 6000 milles nautiques, donc ça réduit de 25%. Sauf que c'est pas la bonne clé de lecture. La distance c'est pas le plus important, en fait c'est le temps qui est important à ce niveau-là. Et pour l'instant, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas utilisées? C'est parce que en termes de temps, les bateaux vont beaucoup moins vite à ce niveau-là, notamment parce qu'il faut briser la glace. Et donc c'est pour ça que c'est pas intéressant. Donc moins il y aura de glace, plus les routes seront dégelées une partie de l'année, plus ça va rendre une route accessible assez rapidement. Mais on n'ira jamais aussi vite à cet endroit-là que ce qu'on va dans les océans qui sont plus tranquilles. Donc voilà, c'est plutôt l'échelle de la clé de lecture qu'il faut regarder. Ouais. Et est-ce qu'il y a une comparaison énergétique pour savoir est-ce que ça consomme moins d'énergie d'aller passer du temps à faire de la brise-glace et d'avoir des gros brise-glace ou passer par... Ça, je peux pas te répondre temps, mais pour l'instant. la partie énergie je peux pas. Je peux pas te dire exactement. C'est peut-être la différence. Les bateaux nucléaires de Russie en brise-glace, c'est peut-être un chose. C'est ça, c'est nucléaire, c'est pas grave. Ok, bon, comme il doit rester 3 minutes, c'est ça. Donc, dernier truc, c'est le Groenland. Donc, le Groenland, c'est un territoire donc, qui fait 4 fois la France. Donc, c'est la plus grosse île qui est présente à cet endroit-là. Qui est peuplée que de 57 000 habitants.
pas grand-chose, qui appartient au Danemark, mais qui lui a donné une autonomie renforcée depuis 2009, et dans lequel il y a de très fortes inégalités. Alors, en fait, il faut voir que c'est un endroit dans lequel les inégalités sont peut-être, c'est peut-être l'endroit sur Terre où les inégalités sont les plus exacerbées, dans le sens où il y a une population qui est très pauvre, très peu éduquée, et qui a très peu conscience des enjeux, on va dire, de son pays. Et à côté de ça, il y a quelques personnes qui sont dignes des gens suffisamment riches de nos populations. Et donc finalement, ils estiment que tout le jeu politique de cet endroit-là se gère à 450 personnes, quoi, en gros. Donc un État de 450 personnes qui potentiellement possède beaucoup de ressources, ça peut attirer les convoitises. Donc que dire sur le Groenland? Donc oui, le Groenland c'est une colonie du Danemark jusqu'en 1953 où la constitution du Danemark l'a remis à l'intérieur, c'est un territoire comme un autre. Depuis, il a acquis une autonomie renforcée donc en 2009 suite à un référendum là-bas. Ça veut dire qu'ils gèrent beaucoup de choses en eux-mêmes, mais ils sont toujours attachés au Danemark. Alors la question c'est quel est l'avenir de ce bout de terre-là? Il y a plusieurs possibilités. On pense qu'il tend à devenir complètement indépendant. Pour plusieurs raisons, notamment il y a on va dire un certain nombre de valeurs humanistes au niveau du Danemark qui considèrent que finalement ils n'ont pas vraiment à avoir une autorité là-dessus. De manière plus terre à terre, il y a aussi le fait que ça leur coûte 470 millions par an de subventions qu'ils allouent à ces 57 000 personnes. Et ce qui fait que le contribuable canadien ne voit pas forcément l'intérêt de conserver le Groenland. Danois, excuse-moi. Voilà. Donc ça tend, on tend vers une indépendance qui a priori va arriver dans les prochaines années. Alors le nouveau gouvernement du Groenland qui a été élu récemment, qui est en fait pour la première fois, les gens qui sont à la tête sont des populations locales, c'est-à-dire c'est pas une émanation d'un parti du Danemark, mais c'est des gens qui étaient là. C'est un peu comme on appelle ça les populations premières au Canada ou primaires. Enfin, voilà. Voilà. Enfin, j'aime pas ce mot autochtone, mais en gros, voilà. Et donc la personne a dit, donc on pourrait se dire, son arrivée au gouvernement signe l'indépendance du Groenland, et ils ont dit, non, première chose, c'est limiter les inégalités pour que les gens soient éduqués et comprennent quel est l'intérêt de leur pays avant de se devenir indépendant et d'être soumis à tout ce que ça peut avoir. Ils n'ont pas peur à 57 000 personnes s'ils deviennent indépendants de se faire péter la tronche? Tu vois, parce que du coup, n'importe quel pays au monde est capable de les annexer comme il veut, quoi. Oui, c'est ça. Attends, on va y venir. On va venir sur qui va les annexer. Juste pour dire qu'il y a quand même un autre problème géopolitique, potentiel avec ça, c'est que si il devient complètement indépendant, ça veut dire qu'un État européen accepte de donner son autonomie complète à un de ses peuples. Et donc, quid des Bretons, quid des Catalans, quid d'un certain nombre de populations dans l'Union européenne. En fait, ce serait, certaines personnes pensent que ce serait un premier pas vers un fédéralisme total et un certain nombre de, voilà. Bref, au niveau européen. Juste pour terminer, en une minute si tu me laisses, parce que on a commencé un petit peu en retard. Le Groenland est une région qui a aussi une autre importance, et en particulier militaire. Ça a été une base, les États-Unis s'en servent beaucoup pour plusieurs choses. Déjà, le Danemark a donné aux États-Unis la protection du Groenland pendant toute la Seconde Guerre mondiale, pendant qu'ils étaient sous occupation. Et donc les États-Unis ont fait un peu ce qu'ils voulaient avec le caillou à ce moment-là. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de leur bouclier de protection stratégique. Et c'est une part importante de leur dispositif militaire. Et donc, en fait, il y a de grandes relations entre les États-Unis et le Groenland. Et évidemment, les États-Unis voient ça avec un grand intérêt parce que ça permet d'avoir une emprise assez forte au niveau de l'Arctique. Et donc, les États-Unis sont très très proches du Groenland. Voilà. Donc, à ta question, qu'est-ce qui se passe s'ils deviennent indépendants ? Il y a plusieurs possibilités. Soit ils sont plus ou moins annexés par les États-Unis, soit ça devient une sorte d'État client, c'est-à-dire finalement une entreprise, 57 000 personnes, c'est une sorte d'entreprise qui gère un certain nombre d'exploitations minières, du pétrole, etc. Et ça devient une pétro-république
voilà, qui vivraient de la vente de ces matières premières. Voilà ce qu'on peut dire. Donc ça permet d'avoir une autre approche de ça. Ah oui, et puis il y a dernière chose que j'ai pas dit. Avec toutes les cartes qu'on a passées, on se rend bien compte que, enfin, je trouve que la clé de lecture du monde est différente quand on la prend sous cet angle-là que quand on regarde sur une carte classique. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point, finalement, l'Amérique est assez proche de la Russie, à quel point ça a été une zone importante pendant la guerre froide qui s'est terminée, à quel point ça pourrait être une zone importante si une nouvelle guerre froide arrive. Voilà. Ok, désolé, il n'y a pas le temps pour les questions.